Florence Mendes, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va commencer directement. J'ai lu plein de choses sur vous, et notamment, je cite, vous êtes drôle, presque raffiné et potentiellement mature. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Enfin, drôle, j'espère. Presque raffiné, voilà, tout est dans le presque. Et potentiellement mature, oui, pourquoi pas, ça pourrait m'arriver, mais on n'y est pas encore non plus. Et donc, vous avez eu 30 ans. Oui, j'ai eu 30 ans en 2016. Et donc, ça a été un électrochoc. Vous avez complètement changé de vie. Ouais, c'est ça, vraiment, ça a été un constat de je suis pas au bon endroit, pas au bon moment dans ma vie. Donc voilà, ça a été suite à une rencontre qui était la rencontre avec Dan Gagnon. Et c'est lui qui m'a fait me rendre compte que voilà, j'utilisais pas mes talents là où je devais les utiliser. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, avant votre carrière d'humoriste, vous étiez professeur de néerlandais. C'est ça, prof de néerlandais d'anglais. Et c'est vraiment la rencontre avec Dan Gagnon qui vous a fait changer complètement d'orientation, ou ça maturait déjà un petit peu? Alors, je crois que mes études, ça a été un moyen pour moi de me rassurer quant à mon intelligence, parce que je ne me considérais pas comme étant particulièrement maligne. Et ça a été un moyen pour moi aussi d'avoir 3 ans où je ne devais pas m'inquiéter de ce que j'allais faire plus tard, puisque chaque année qui suivait était bien définie. J'avais fait la première, j'allais faire la deuxième, et puis voilà. Mais oui, c'est vraiment Dan qui a tout changé, parce que j'avais pas mon compagnon de l'époque, quand il a lu mon premier sketch, il m'a dit c'est pas drôle ce que tu fais, tu dois rester prof. Et donc c'est vraiment la rencontre avec Dan qui a provoqué ça, quand il a commencé à me parler de sa vie, de son émission, on a commencé beaucoup à parler de stand-up, de choses comme ça, et c'est ça où je me suis rendu compte, mais c'est là que je dois être, quoi. Et donc vous avez commencé à écrire donc avec Dan Gagnon pour la télévision, et ensuite vous êtes parti vers les chroniques radio. Est-ce que c'est pour vous le même exercice d'écrire pour vos sketchs et pour les médias, ou c'est complètement différent? Sur scène, je suis face à un public, il y a un côté plus intimiste, et puis c'est moi, donc je peux dire absolument tout ce que je veux. Dans les médias, au niveau de la radio et tout ça, il y a quand même une certaine autocensure qui s'applique. On ne peut pas dire autant que ce qu'on voudrait, on ne peut pas dire la même chose que ce qu'on raconte sur scène. Il faut être beaucoup moins trash, il faut aussi s'adapter au public. Je pense que quand j'étais sur Radio Contact, j'en ai choqué quelques-uns. Voilà, je pense que c'était de ma faute aussi. J'aurais dû savoir que l'emblème du dauphin, je ne pouvais pas travailler pour une radio qui avait comme emblème le dauphin. Je pense qu'ils étaient un petit peu trop bisounours pour moi. Et vous préférez finalement écrire pour vous ou pour vos chroniques? Pour moi, j'ai écrit pour les autres un petit temps, mais c'était une très très grande frustration et une trop grande pression. J'aimais pas voir les autres se planter avec mes textes. Donc ouais, je préfère vraiment écrire pour la scène où moi, plus je suis libre et mieux je me sens, quoi. C'est vraiment ça. Alors, j'ai lu également aussi dans une de vos interviews que vous dites, par rapport à vos inspirations, la bêtise humaine est une source inépuisable d'inspiration. Ouais, c'est terrible. Je trouve que la bêtise humaine, c'est comme un chien écrasé, quoi. On ne peut pas s'empêcher de regarder. À la fois, on trouve ça dégueulasse. Ouais, les gens sont cons, les gens sont méchants. C'est terrible. Et heureusement, des gens bien, on en rencontre beaucoup, parce que il y a plein de moments où on s'amuse de cette connerie humaine, et puis on a toujours une seconde où on fait en fait c'est pas drôle. En fait on se sent vraiment très seul, et ouais, heureusement qu'il y avait plein de gens bien sur le parcours pour nous aider à, je sais pas, est-ce que c'est une forme de lutte contre ça, je sais pas, mais ouais, en tout cas c'est essayer de temps en temps de pointer les gens du doigt et leur dire mais si c'était juste con ça irait, mais souvent les gens sont méchants, parce que ça va de pair, bête et méchant. Et juste pointer ça du doigt et pointer l'absurde de la situation, quoi. Et vous vous inspirez de votre vie? Oui. Oui, ma vie est un sketch à elle toute seule. J'ai mis tellement de temps à trouver ma voie, et puis j'ai une part de malchance énorme. Je suis une poissarde, moi, mais c'est un truc de fou, donc il m'arrive toujours des trucs dingues. Et ça fait beaucoup rire mon entourage. Alors, c'est pas toujours facile, mais... Je peux sur la même semaine perdre 100 €, cracher ma voiture, avoir 2 fois une bouteille de vin qui se casse dans mon sac et que ça noie mon GSM. Enfin, donc, voilà, donc
Je suis particulièrement malchanceuse, donc ça m'aide beaucoup. Donc c'est facile après d'écrire et Oui, de dédramatiser en fait. Bah oui, parce que maintenant, chaque fois qu'il m'arrive un truc de merde, je me dis, bon, bah, ça fera un sketch. Voilà, ça fera un bon sketch. Ça s'appelle de la matière. C'est de ça. Et vos modèles dans le métier? Guillermo Guise, qui est juste le pape de la vanne belge. Laurence Bibot, évidemment, qui est aussi excellente. Beaucoup de stand-upeuses américaines aussi. Je suis une grande fan de Sarah Silverman, qui a fait un one-woman show absolument génial. Et le dernier one-woman show que j'ai vu et qui m'a juste arraché le cœur, c'était Nanette de Hannah Gadsby, qui est à la fois très drôle et à la fois très... Elle parle d'elle-même, de l'amour-propre, de comment on en vient dans le stand-up, surtout en tant que femme, on se croit humble parce qu'on rigole de nous, mais en fait c'est de l'humiliation, de l'auto-humiliation. Et c'était très prenant, vraiment. J'ai plus envie de partir sur quelque chose comme ça pour mon deuxième spectacle. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez des sujets tabous que vous refusez catégoriquement d'aborder ou tous les sujets sont possibles? J'ai pas l'impression d'avoir de sujets tabous. Peut-être qu'il y a des sujets que je me sens pas capable de traiter parce que je m'y connais pas assez et que je voudrais pas... J'ai encore du mal, par exemple... je voudrais bien parler de ce rapport à mon physique où souvent on me dit vous êtes une jolie fille, machin et tout ça, et j'aimerais bien arriver à en parler et dire ok, on s'en fout, et j'ai pas encore trouvé le ton pour que ça paraisse vrai, raconter une vraie expérience et pas de la malhonnêteté intellectuelle ou pas voilà, j'aimerais bien pouvoir parler de ça et dire à quel point on est décrédibilisé, surtout dans ce milieu, quand on a l'air un peu fraîche, un peu jeune, un peu... voilà, j'ai l'air plus jeune que mon âge, ça me dessert beaucoup aussi, mais j'ai pas encore trouvé mais pas de sujet tabou, non. Vraiment, mais il y a des vannes parfois qui sont limites. Par exemple, je disais dans mon spectacle, j'ai dit non, mon humour n'est pas noir, la preuve, il a du travail dans les médias belges. Et cette vanne, elle n'est pas toujours comprise, en fait. Ce qu'elle veut dire, c'est... il y a que des blancs dans les médias belges, c'est terrible, il faut maintenant laisser la place à tout le monde et un peu de diversité, quoi. Et cette vanne, elle faisait suite à ce qu'a vécu Cécile Lunga, où ça m'avait fort touchée, et parfois elle n'est pas comprise comme ça, mais je ne vais pas changer mon humour parce que les gens ne le comprennent pas. Ça, au pire, on me jettera des trucs à la sortie des comedy clubs. Voilà. Et au contraire, des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur? Vraiment, c'est la bêtise. Mon deuxième spectacle, j'essaye de l'orienter beaucoup là-dessus, où je dis intello, c'est devenu une insulte, et moi, ça c'est un truc qui m'échappe, quoi. Moi, on m'a taxé d'intello toute mon enfance, j'étais fort rejetée à l'école à cause de ça. À quel moment notre société est partie en couille pour que l'intelligence et la culture soient devenues des défauts, quoi. Et donc, j'aimerais parler de ça, et je crois très fort que l'éducation, c'est la solution à tout, et à tous les problèmes dans le monde. Commençons par éduquer les gens, et je crois qu'il n'y a que comme ça... Ça me fait peur de me dire qu'on est dans une démocratie avec des gens pas éduqués, avec des gens bêtes. C'est terrible. On donne une arme énorme à des gens qui sont peut-être pas toujours capables de la manier. Donc la bêtise humaine, c'est un truc qui me terrorise, qui me fait peur et qui m'amuse en même temps. Donc ça reste une source inépuisable. Inépuisable. Franchement, on peut toujours compter sur les cons. Et vous parlez d'éducation, donc vous avez été prof de néerlandais. Vous avez sûrement eu quelques spécimens dans vos classes. Est-ce que vous pouvez me parler de Nadia? Eh bien, Nadia, c'est une vraie histoire. Alors, je ne vais pas donner le prénom de la jeune fille parce que c'est pas cool pour elle. Mais c'était dans la toute première école où je travaillais, et c'était un des premiers jours où j'étais là. Et puis d'un coup, cette jeune fille, c'est pas une blague, prend ses ciseaux et elle veut mourir, quoi. Et moi, je suis là, je me dis, je peux pas quitter mon local. Et là, je vois mon directeur qui passe, et je lui dis, il y a Nadia, elle veut se suicider. Et il me fait, Nadia, comment? Je lui donne le nom de famille de la jeune fille, il fait, oh, c'est normal. Et il part. Avec ces gamines qui, finalement, bon, c'était des appels à l'aide répétés, mais ça restait impressionnant, quoi. Surtout moi qui suis fort dans l'affect et qui adorait mes élèves, je ne savais pas comment réagir du tout. Donc, voilà, dans le spectacle, je dis Nadia, tu veux mourir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Zeg je het in het Nederlands? Mais évidemment, ça ne se passe pas comme ça prend au trip, ce genre de choses. Donc, Et justement, en parlant de votre spectacle, donc, il s'appelle Délicate.
Mais j'ai vu qu'avant, il portait un autre nom. C'est Oh et puis merde. Alors, est-ce que c'est un manque d'inspiration ou au contraire, tout est dans le titre, Oh et puis merde? Eh ben, Oh et puis merde, c'est vraiment... en fait, mon premier spectacle, il s'est fait à l'arrache. Il y a le directeur du Cali Club qui m'a dit « Hey, t'as un spectacle ?» Et j'ai fait « Oui, bien sûr !» Et donc, il m'a fallu 2 semaines pour écrire mon spectacle et tout mettre bout à bout parce que j'avais pas de spectacle. Et puis, il m'a dit au départ, ça s'appelait Florence Mendez, on n'a pas encore de titre. Et puis, il m'a dit « Non, on peut pas faire payer les gens avec un produit pas fini et tout, donc il faut que tu trouves un titre. » Je trouvais pas. Et puis, j'ai dit « Oh, et puis merde !» Et puis, Dan fait son retour dans ma vie et on discute beaucoup. Et grâce à lui, bam, ça y est, j'ai un spectacle qui est prêt. Je sais où je vais avec. Et donc, pour marquer le coup, on l'a zappé. Et on a zappé le titre et on l'a appelé Délicate. Et justement, c'est quoi l'art de la délicatesse pour Florence Mendez? La vérité, c'est que moi, j'ai un peu un humour au lance-flamme et au marteau, au piqueur et à la moissonneuse-batteuse, ça je sais. Mais n'importe qui me connaît vraiment me dira que je suis vraiment délicate. Mon amie Myriam Leroy disait ça, elle dit ce titre ça va pas parce que t'es vraiment délicate. Et moi je pleure devant des petits vieux sur un banc, j'ai de la peine, je pourrais avoir de la peine pour des tyrans en imaginant qu'ils ont une enfance difficile, quoi. Je me dirais mais allez, c'est triste quand même. Et parce que j'ai une sensibilité à fleur de peau donc et je crois que ce personnage de Florence Mendez en grosse godasse qui tacle le racisme, l'homophobie, le sexisme, c'est bien, mais c'est mon costume de super-héroïne. En vrai, je suis quand même qu'un vieux Clark Kent avec des lunettes et derrière un petit bureau. Mais ouais, je crois que ça m'aide beaucoup. Ça me met fort en colère ce que j'entends. Et au lieu de pleurer dans mon lit et de me dire mais le monde c'est de la merde, ben voilà, essayer ça permet d'exorciser en fait un peu. J'espère. Ou alors ça fait plus de dégâts que prévu, mais ça on verra dans 50 ans chez la psy. Et Délicate, donc on est plutôt dans l'art du stand-up ou du one-woman show classique avec un fil rouge Il n'y a pas vraiment de fil rouge. Je crois que le stand-up c'est tellement un art justement que j'ai du mal à me revendiquer de l'école du stand-up parce qu'il y a des gens tellement plus talentueux que moi qui font du stand-up et qui font ça tellement mieux. J'arrive pas à me définir. Moi, souvent quand je pense à ce que je fais, j'ai juste l'impression d'être une gonzesse qui sait pas très bien ce qu'elle fait là et qui est elle-même surprise de voir qu'elle le fait pas trop mal. Donc voilà, il y a des expériences inspirées de ma vie. Je fais pas de personnage. Voilà, je sais pas. Mais j'espère... peu importe ce que je fais, j'espère pas le faire trop mal et m'améliorer à chaque coup. Voilà. Mais est-ce que c'est du stand-up à l'américaine ou je sais pas. Et justement, on parle de vous de plus en plus comme la valeur montante de l'humour belge. Est-ce que ça vous met pas la pression, ça? Alors ça, c'est un gros truc bidon parce que c'est moi qui l'ai marqué sur Facebook. Quand je devais faire la pub de ma page, j'allais pas mettre bon, écoutez, voilà, c'est Florence Mendez, elle fait des trucs, peut-être liker, ça va vous plaire. Moi, il fallait un truc un peu... Et je sais pas, j'avais lu ça une fois, donc j'ai repris ça, mais je crois qu'il n'y a pas la valeur montante de l'humour belge. Dans l'humour belge, il y a beaucoup de valeurs montantes et des gens, encore une fois, infiniment plus talentueux et peut-être un peu moins exposés que je le suis maintenant. Et maintenant, j'ai cette chance-là, mais peut-être que ça va vite changer. Donc, je pense pas être la valeur montante de l'humour belge. Je pense en tout cas avoir un truc à proposer, peut-être pas... ouais, peut-être un petit peu différent de par ma vision particulière et du fait que je sois un peu tordue et un peu... et un peu pas... Il y a quelque chose de neuf à proposer, en fait. Neuf, je sais pas. Je pense que dans l'humour, il y a tellement beaucoup... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais... peut-être une voix qu'on n'a pas encore entendue, ou qu'on n'a plus entendue depuis longtemps, j'espère. Justement, c'est peut-être à cause de ça que vous ne savez pas vous situer. Enfin, peut-être quand je vous demande si vous êtes dans le stand-up ou dans le one-man show, c'est je crois peut-être là que... Oui, je crois que c'est là où aussi, ce qui a longtemps été une faiblesse, voilà, mon petit problème social et le fait que je ne sois pas toujours... Enfin, j'ai pas facile avec les autres, ce qui a longtemps été une faiblesse. Peut-être que maintenant, dans le stand-up, ça va en faire une force quand j'aurai le courage de sortir de mon placard de gonzesse un peu qui a du mal avec les autres. Et ouais, peut-être que
ça deviendra une force à ce moment-là, j'espère. Et alors pour terminer, si vous avez une chose à dire pour venir vous voir. Une chose, vraiment. Une phrase, un mot? Comme vous voulez. Je dirais venez, c'est drôle. Ben voilà, Voilà. Merci Florence. Merci à vous, merci pour votre temps.